Les affrontements dans le Sinaï égyptien dépassent les 70 morts ce soir. Les djihadistes ont attaqué des positions de l'armée depuis ce matin. L'aviation égyptienne est entrée en action. Le Premier ministre grec appelle à voter non au référendum de dimanche, mais pas pour sortir la Grèce de l'euro, assure-t-il, simplement pour continuer les négociations. Cuba et les États-Unis annoncent le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Obama demande maintenant au Congrès américain de lever l'embargo en vigueur depuis plus de 50 ans. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, ce soir encore, cette question, la Grèce va-t-elle sortir de la zone euro? Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est adressé tout à l'heure de manière très solennelle au peuple grec et il a appelé ses concitoyens à voter non au référendum de dimanche, mais pas pour sortir de la zone euro. On l'écoute. Le non ne signifie pas une rupture avec l'Europe, mais le retour à l'Europe des valeurs. Le non signifie une forte pression pour continuer les négociations. Le non, ce n'est pas simplement un slogan, mais un pas déterminant pour un accord meilleur. Certains disent que j'ai un plan caché pour faire sortir le pays de l'Union européenne en cas de non. C'est un mensonge. Alors, Johanna Citruc, bonsoir. Bonsoir. Comment faut-il interpréter cette déclaration? Alors en fait, dans ce message télévisé, il y a deux choses importantes à retenir. Premièrement, le Premier ministre a décidé donc de maintenir le référendum qui aura donc lieu dimanche 5 juillet. Et ça, malgré la situation délicate dans son pays, puisque je vous rappelle que la Grèce est en défaut de paiement vis-à-vis du FMI depuis hier soir. Plus généralement, la Grèce manque énormément de liquidités, les banques sont complètement à sec, sans parler, et c'est très important, de la prochaine échéance. Le 20 juillet, Athènes devra rembourser à la BCE 3,5 milliards d'euros. La population aussi commence à manifester sa colère de plus en plus. Et deuxième message à retenir, eh bien, en plus de prendre le risque de maintenir le référendum, il réitère son appel à voter non. Un non pour faire donc pression sur ses créanciers, un non pour obtenir un meilleur accord et donc ce qui signifie pas, il a bien insisté là-dessus, donc un non à l'Europe puisque le Premier ministre grec a bel et bien donc l'intention de revenir à la table des négociations bien plus fort, avec plus de pouvoir et donc de continuer pour aller jusqu'à trouver un accord. Alors justement, où en sont les négociations ce soir ? Alors, aux alentours de 15h30 GMT, donc aux alentours de 17h30 heure de Paris, il y a une téléconférence extraordinaire de l'Eurogroupe qui a débuté. L'objectif de ces discussions, c'était d'étudier les nouvelles propositions de la Grèce. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ni plus ni moins de la dernière offre des créanciers, assortie avec une série d'amendements, notamment sur le maintien de la TVA plus faible pour certaines zones ou pour certains secteurs, sur le rétablissement des conventions collectives, sur la déréglementation du marché du lait. Alors plus généralement, c'est un accord sur 2 ans via le fonds de soutien de la zone euro, c'est donc le MES, le mécanisme européen de stabilité, pour couvrir donc ses besoins financiers tout en restructurant sa dette. L'objectif, c'est de la faire diminuer, cette dette. Et évidemment, pour obtenir tout ça, eh bien, il faut une contrepartie. Et pour ça, Athènes donc propose de faire certaines concessions, par exemple sur la réduction des dépenses militaires. Alors voyons maintenant, Johanna, les réactions internationales. Alors une des premières personnes à avoir réagi après l'intervention d'Alexis Tsipras, c'est la chancelière allemande Angela Merkel. Pour elle, l'avenir de l'Europe n'est pas en jeu. Elle pense d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'issue possible donc avant le référendum de dimanche prochain. On l'écoute. J'ai parlé avec Alexis Tsipras un bon nombre de fois ces derniers jours. Nos relations personnelles n'ont pas été endommagées et j'ai toujours dit que c'était le droit d'un État souverain de prendre des décisions. Je n'ai jamais douté de ça. Mais d'un autre côté, les 18 autres membres de la zone euro ont aussi leur propre opinion, mais nous allons continuer à parler.
Alors voilà pour Angela Merkel, mais on va dire, Johanna, que tous les dirigeants européens ne sont pas aussi compréhensifs. Pas vraiment. Un petit peu plus tôt dans la journée, en déplacement à Lyon, c'est le président français François Hollande qui s'est exprimé, un petit peu agacé. Pour lui, il faut donc trouver un accord le plus rapidement possible, justement pour éviter le risque d'un référendum, à la fois pour la Grèce et pour la zone euro qui risque d'être très déstabilisée. On l'écoute. Il faut être clair. L'accord, c'est tout de suite. On ne va pas être différé. Ça fait tellement de temps dont on parle de cet accord, il faut qu'il vienne. Ensuite, s'il vient là, le gouvernement grec devra en tirer les conclusions. S'il ne vient pas, il faudra attendre un référendum, mais il y a toujours un risque. J'allais dire un risque, notamment si la réponse est celle du non. Le risque, c'est de rentrer dans une période de turbulence ou une période inconnue. Et mieux vaut assurer généralement l'avenir par des certitudes plutôt que par des sauts dans le vide. Voilà donc cette déclaration de François Hollande à Lyon. Merci Johanna Citruc. Alors pendant qu'il y a cette partie de poker menteur entre dirigeants européens, le nouveau quotidien des Grecs depuis cette semaine, c'est d'aller chercher de l'argent à la banque et cela relève du parcours du combattant. Julia Ganancia. Scène rare en Grèce, des dizaines de retraités font la queue devant les banques. Elles font une exception à la fermeture décrétée par le gouvernement pour leur permettre pendant 3 jours de retirer 120 €. Les Grecs patientent entre colère et résignation. Aujourd'hui, je devais retirer une partie de ma pension de retraite. J'ai travaillé pendant 40 ans et maintenant je me retrouve à devoir faire la manche pour avoir de l'argent. J'ai travaillé pendant 40 ans et tous nos politiciens n'ont fait que nous mentir. D'autres clients qui ne sont pas retraités mais n'ont pas non plus de carte bancaire essayent de négocier l'accès à l'argent de leur compte. Mais le nom des employés de la banque est catégorique. La nervosité et l'exaspération sont palpables. Nous voulons rester à l'Europe, nous voulons avoir l'euro, mais pas sous ces conditions que les gens qui dirigent l'Europe à ce moment-là veulent. Depuis lundi, toutes les banques grecques sont fermées et les retraits limités à 60 € par jour. Une mesure décidée par le gouvernement pour préserver le pays d'un effondrement bancaire. Mais les retraités qui ne disposent pas de carte de crédit ou de débit sont nombreux. Près d'1 millier d'établissements bancaires ont donc ouvert pour eux mercredi pour une durée de 3 jours. Leur privilège s'arrête là. Cela ne suffira pas pour aider mes petits-enfants. J'en ai 6 et cela ne leur suffira pas. Je suis très énervé car nous avons travaillé pendant tant d'années et maintenant nous ne pouvons même pas survivre. En annonçant la suspension des négociations et la tenue d'un référendum sur les propositions des créanciers de la Grèce dans la nuit de vendredi à samedi, le Premier ministre Alexis Tsipras a provoqué un bank run, les Grecs se précipitant vers leur banque pour retirer quelques économies. Voilà désormais le quotidien des Grecs, vivre sous le régime d'un contrôle bancaire. Alors on va maintenant rejoindre à Athènes Ismaël Mereghetti, journaliste. Bonsoir Ismaël. Comment les Grecs reçoivent-ils donc cet appel à voter non qu'a lancé tout à l'heure Alexis Tsipras ? Alors, ce qui est sûr, c'est que assez peu de Grecs ici souhaitent sortir de la zone euro, qui les plongerait dans une incertitude politique et économique dont ils n'ont pas besoin après 5 années très compliquées. En revanche, ce qui fait débat ici, c'est bien les conditions de cet accord avec les créanciers et la poursuite ou non de mesures dites d'austérité. Et ici, c'est vrai que les Grecs sont profondément divisés sur cette question. En témoignent les 2 manifestations, coup sur coup, des partisans du non lundi, puis des partisans du oui hier, qui ont toutes les 2 fait le plein. Environ 20 000 personnes étaient présentes. Et les sondages indiquent que l'écart se resserre entre les 2 camps. Les partisans du non soutenus par le gouvernement restent en tête, mais ont chuté de 54% à 46%, alors que les intentions de vote pour le oui ont, elles, grimpé de 30% à 37%. Donc vous le voyez, à 4 jours du scrutin, l'enjeu et l'issue de ce vote restent bien incertains. Ouais. Cette déclaration de Tsipras tout à l'heure, à quelques jours donc de ce référendum, est-ce que ça peut modifier la donne justement? Est-ce que ça peut avoir une influence sur le résultat de dimanche? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'Alexis Tsipras l'a réaffirmé dans son allocution télévisée cet après-midi. Il cherche à faire pression sur les créanciers. Et faire pression pourquoi? Eh bien, pour obtenir un meilleur accord. Les Grecs sont revenus à la table des négociations avec des propositions qui reprenaient en grande partie celles des créanciers la semaine dernière. Mais pourtant, ils cherchent à arracher quelques concessions, vous l'avez dit, sur la TVA et les conventions collectives, mais surtout à renégocier la dette.
Le problème, c'est que cette renégociation divise les Européens et que ces Européens-là, les Grecs en ont peur. Ils ont peur de la rupture, ils ont peur de se faire éjecter de la zone euro et ces déclarations de Tsipras peuvent faire peur et renforcer le camp du haut. Merci Ismaël Merighetti en direct d'Athènes. On voit d'ailleurs des images de nouveau d'une manifestation en formation toujours devant le Parlement grec ce soir. Place Syntagma, c'est là donc que se trouve le cœur justement de la contestation. On parle maintenant de l'Égypte avec cette attaque digne d'une opération militaire menée par les djihadistes dans le Sinaï égyptien. Des terroristes qui se réclament de l'État islamique ont attaqué des barrages militaires et une ville de la péninsule, faisant au moins 70 victimes, principalement des soldats. Des dizaines de djihadistes ont également été tués. L'opération n'est pas terminée. Maxime Pérez. C'est une série d'attaques d'une ampleur sans précédent qui a visé mercredi matin l'armée égyptienne près d'El Arish, au nord de la péninsule du Sinaï. Le bilan encore très provisoire et lourd, une centaine de tués et blessés parmi les forces de sécurité, mais aussi de nombreux civils. Des actions menées simultanément contre des postes militaires et des barrages, à l'aide notamment de voitures piégées. Selon l'armée égyptienne, l'opération aurait impliqué plus d'une centaine de djihadistes, dont au moins un tiers aurait trouvé la mort dans les combats qui s'en sont suivis. L'assaut revendiqué par l'État islamique a probablement été exécuté par le groupe Beth Ansar al-Maqdis, qui lui a fait récemment allégeance. La télévision égyptienne a immédiatement interrompu ses programmes pour couvrir les événements du Sinaï. Au Caire, des responsables ont parlé d'une guerre totale contre le terrorisme. Tout au long de la journée, les forces armées égyptiennes ont affronté au sol et dans les airs les combattants de Daesh. Des hélicoptères Apache et des chasseurs F-16 ont pilonné plusieurs de leurs positions. Pour le président égyptien Al-Sisi, le défi sécuritaire est immense. Un défi qui concerne également la mouvance islamiste égyptienne. En fin d'après-midi, dans la banlieue du Caire, un raid de la police a tué 9 activistes des Frères musulmans, dont un haut responsable de l'organisation, qui reste plus que jamais dans la ligne de mire du pouvoir. Les violences dans le Sinaï interviennent à peine quelques jours après l'assassinat en plein cœur de la capitale égyptienne du procureur général de l'État, Hicham Barakat. Déjà, le pouvoir d'El-Sisi avait promis de sévères représailles contre les islamistes. Situation qui n'est pas encore stabilisée. On en reparle dans une vingtaine de minutes avec deux experts justement, puisque Israël également ce soir a choisi de renforcer la sécurité à sa frontière avec l'Égypte. À Vienne, les négociations sur le nucléaire iranien se poursuivent, mais elles auront également un écho à Téhéran, où s'est rendu ce soir le directeur de l'Agence internationale à l'énergie atomique. Vienne, où devant le lieu des négociations, une manifestation anti-iranienne a eu lieu aujourd'hui. Le reportage de notre envoyé spécial Léa Berdugo. Vienne, 10h30 ce mercredi matin. Quelques manifestants commencent à installer leur attirail. Leur but, dénoncer l'accord qui est en train de se négocier à quelques dizaines de mètres dans l'enceinte du palais Cobourg. Stop the bomb, le message est clair. Établir un accord avec l'Iran reviendrait à permettre au pays d'obtenir la puissance nucléaire. Mais qu'en est-il des avancées que cela pourrait apporter au peuple iranien? Elles sont inexistantes, selon l'organisateur de cette manifestation. Je pense que c'est un accord qui va renforcer le régime. Et ce régime a montré que même durant les négociations, il a continué d'abuser de façon odieuse des droits de l'homme. Il y a des prisonniers d'opinion en Iran et il y a beaucoup plus de gens exécutés sous Rouhani que sous Ahmadinejad. Concernant les éventuels dangers que pourrait entraîner un accord, la réponse des militants est bien cadrée. Pour moi, ça me rappelle l'accord avec la Corée du Nord. Bill Clinton disait que c'était alors un bon accord. Et aujourd'hui, ils ont de la bombe atomique. Et je crains que ça va être la même chose avec les Iraniens. Cette manifestation attire de nombreux journalistes iraniens venus décrypter l'événement. Ils ont également leur idée des terroristes. Pour eux, ils résident en l'ennemi israélien. Pas de communication entre les deux parties, à quelques jours d'un accord qualifié d'historique entre les grandes puissances et l'Iran. Voilà, et puisqu'il est question d'Israël à Vienne, eh bien, le gouvernement israélien, qui n'est pas présent évidemment physiquement à ces négociations, a choisi de communiquer, ce qu'il aime bien faire actuellement, via un dessin animé à propos de ces négociations sur le nucléaire. C'est une animation qui compare l'Iran à l'État islamique. Regardez.
Islamic State sweeps through the Middle East, killing anyone who isn't exactly like them. Imagine how dangerous Islamic State would be if it had armored divisions, fighter jets, and ballistic missiles. Imagine Islamic State building atomic bombs. Well, maybe it's not that hard to imagine. The Islamic State of Iran, like ISIS, just much bigger. Voilà, message donc adressé aux négociateurs à Vienne, où l'on va retrouver justement en direct Léa Berdugo. Bonsoir Léa. Alors, tout à l'heure, il semble que John Kerry ait fait état de progrès enregistrés dans ces négociations, même s'il y reste encore beaucoup à faire. Exactement, il semble que les négociations aillent dans le sens d'un progrès aujourd'hui. Alors, il y a quelques heures, nous avons eu une information comme quoi, selon certaines sources, eh bien, les experts avaient rédigé une proposition d'accord. Il ne resterait plus maintenant qu'à la soumettre aux différents ministres des Affaires étrangères. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, est attendue demain à Vienne, tout comme Laurent Fabius ou encore le ministre chinois des Affaires étrangères. Alors, vous l'avez rappelé, Kerry s'est dit plutôt optimiste, tout comme Mohammad Javad Zarif, qui a évoqué des progrès dans les négociations. Le secrétaire d'État américain était sur la même ligne, il s'est montré plutôt optimiste. Je vous propose de l'écouter. Nous travaillons très dur. Il nous reste des dossiers très importants, mais nous enregistrons des progrès et cela nous encourage à continuer à travailler. Merci. Voilà donc pour l'optimisme de John Kerry. Léa Berdugo, quel est maintenant le programme de ces discussions? Est-ce qu'on va négocier ce soir? Est-ce qu'on va attendre justement demain l'arrivée des chefs de diplomatie? Écoutez, les experts continuent en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que les deux parties vont utiliser tout le temps qui leur est donné, c'est-à-dire jusqu'au 7 juillet prochain. Alors, cela dépendra évidemment des allées et venues des différents ministres des Affaires étrangères. De son côté, Yukiya Amano, le directeur de l'AIEA, se rend demain à Téhéran pour rencontrer le président iranien Hassan Rouhani. Donc, des progrès ont été effectués. Reste maintenant à savoir quand et comment sera annoncé l'accord, s'il y en a un. Merci Léa, donc en direct de Vienne où ces discussions se poursuivent. Israël a renforcé son niveau de sécurité en Cisjordanie après la vague d'attentats de ces derniers jours. Déploiement de renforts de soldats, démantèlement également d'une cellule du Hamas alors que les obsèques du jeune Israélien tué avant-hier soir ont eu lieu ce matin. Maxime Pérez. Des milliers de personnes réunies pour les obsèques de Malachi Rosenfeld. Cet Israélien de 25 ans a finalement succombé à ses blessures mardi soir après avoir été grièvement touché par les rafales de tireurs palestiniens. Dans la foule où l'émotion était immense, le ministre Naftali Bennett, chef de file du camp national religieux. Notre ennemi n'est pas un partenaire pour la paix. Il aspire à répandre la terreur et recevra le châtiment réservé aux terroristes. L'attaque s'était déroulée la veille sur une petite route reliant entre elles plusieurs localités juives du nord de la Cisjordanie. Celle notamment de Kochav HaShachar, où était originaire la victime et ses 3 autres compagnons blessés. Après une série de 3 attentats dans le même secteur, le sentiment d'insécurité gagne les habitants juifs des territoires, si bien que l'armée israélienne a décidé d'y muscler son dispositif. Une brigade d'infanterie a été dépêchée en renfort ces dernières heures, soit plusieurs centaines de militaires. En outre, plusieurs allègements accordés aux Palestiniens à l'occasion du Ramadan ont été supprimés. La nuit dernière, l'armée et les services de renseignement du Shabak ont appréhendé une quarantaine de suspects palestiniens dans la région de Naplouse. Parmi eux, figuraient de hauts responsables locaux du Hamas en charge de cellules terroristes. Ils tireraient leur financement de la contrebande d'or le long de la frontière jordanienne. Tzahal, plus que jamais en alerte, reste toujours à la recherche des auteurs des récents attentats. Une vigilance qui s'étendra jeudi à Jérusalem-Est, où les forces de sécurité redoutent de nouvelles attaques palestiniennes. Elle viendrait marquer le premier anniversaire de l'assassinat de Mohamed Abourdir par des extrémistes juifs. Dror Eben Sapir, bonsoir. Analyste politique. Alors en quoi cette vague de violence est-elle différente des autres ?
Déjà par son ampleur, bien évidemment. C'est certainement la vague de violence la plus grave depuis cette série d'attentats à l'arme blanche ou à la voiture bélier, vous vous en souvenez certainement, de l'automne dernier. Là, à l'époque, le contexte était celui de tensions autour du mont du Temple. Là, il n'y a pas vraiment de contexte particulier, si ce n'est peut-être le mois du Ramadan et une ambiance peut-être délétère parmi certains militants palestiniens. Et puis ce qui caractérise cette vague d'attentats, c'est que certains des attentats commis à l'arme à feu en Cisjordanie ont nécessité, tous les experts sont d'accord là-dessus, ont nécessité une organisation, une infrastructure. On a donc affaire non pas à des actes isolés, mais à une véritable cellule ou une ou plusieurs cellules terroristes qui agissent en Cisjordanie. Alors qui est derrière justement ces cellules terroristes ? D'après le ministre de la Défense israélien Moshe Yaalon, le coupable est très clair, c'est le Hamas, notamment la direction du Hamas qui est basée aujourd'hui en Turquie, en partie en tout cas. Et cette direction du Hamas a donc incité à un ou plusieurs attentats en Cisjordanie. Et ce qui est nouveau, d'après en tout cas le ministre israélien de la Défense, Yaalon, c'est que le dernier attentat en tout cas aurait été financé par l'Iran. Et là, c'est intéressant et préoccupant parce que on savait que l'Iran et le Hamas étaient considérablement éloignés. Et là, on a la preuve, d'après en tout cas le ministre israélien de la Défense, d'une réconciliation entre le Hamas et l'Iran, ce qui pourrait inciter à penser que le Hamas a changé son fusil d'épaule et qu'il a peut-être choisi à nouveau la voie de la confrontation. Alors maintenant, il faut savoir si on est à la veille d'un embrasement dans toute la Cisjordanie et peut-être même à Gaza. Je vais citer un autre responsable israélien, le numéro 1 du Shabak, le service de sécurité intérieure, Yoram Cohen, qui s'est exprimé hier devant la commission parlementaire des affaires étrangères et de la défense à la Knesset et qui a affirmé que d'après les informations de son service, le Hamas, depuis l'opération Bordure protectrice l'été dernier, était parvenu à reconstituer une partie de son arsenal de missiles et qu'il avait recommencé à creuser un réseau de tunnels souterrains. Donc tout cela, plus ces informations sur une éventuelle réconciliation avec l'Iran, pourrait peut-être laisser penser que effectivement le Hamas cherche à nouveau la confrontation avec Israël. Simplement, les choses ne sont pas aussi simples. Les informations sur des négociations indirectes entre le Hamas et Israël sur l'établissement d'une trêve de longue durée n'ont pas été démenties par Israël. C'est important, pas de démenti du côté d'Israël. Il y a probablement des négociations de ce genre. Et toute la question est de savoir, encore une fois, est-ce que le Hamas va choisir, comme son rapprochement avec l'Égypte semblerait le laisser croire, est-ce que le Hamas va choisir de s'intégrer à une vaste coalition sunnite plus ou moins modérée, anti-Iran, anti-chiite et aussi anti-djihadiste, ou est-ce que, sous l'influence de l'Iran, elle va choisir la voie de la radicalisation et elle va jouer à nouveau les troubles faits? Le Hamas est menacé par la concurrence d'organisations djihadistes dans la bande de Gaza, qui menace de plus en plus sa souveraineté même sur la bande de Gaza, donc ça pourrait peut-être l'inciter à opter pour la voie de la radicalisation. Et puis, autre élément dont qu'il faut avoir à l'esprit, l'attitude de la population palestinienne, notamment en Cisjordanie, parce que le Hamas est au pouvoir dans la bande de Gaza, où il a quelque chose à perdre, et c'est pas le cas en Cisjordanie. Et là, ce qu'on sait, c'est que si l'autorité palestinienne a refusé de condamner cette vague d'attentats, c'est bien parce qu'elle sent que cette vague d'attentats rencontre un certain soutien populaire, mais et là, à nouveau, je recite Yoram Cohen, le numéro 1 du Shabak, les Palestiniens de Cisjordanie, pour la plupart d'entre eux, sont davantage préoccupés par les questions économiques et sociales que par une éventuelle nouvelle confrontation, une éventuelle nouvelle intifada avec Israël. Donc les points d'interrogation sont nombreux aujourd'hui. Merci Dror Even Sapir. C'est officiel, les États-Unis et Cuba vont rouvrir des ambassades dans leurs capitales respectives. L'annonce a été faite ce soir à la Maison-Blanche par Barack Obama en personne. Nouvelle étape donc dans ce réchauffement amorcé il y a quelques mois entre les deux ennemis d'hier, mais tout n'est pas encore réglé. Léa Volbert. C'était entendu, c'est désormais officiel. Barack Obama annonce ce mercredi le rétablissement des relations diplomatiques avec Cuba. Symbole de ce tournant historique, la réouverture des ambassades des deux pays. Il y a plus de 44 ans, au plus haut de la guerre froide, les États-Unis ont fermé leur ambassade à La Havane. Aujourd'hui, les États-Unis sont officiellement disposés à rétablir des relations diplomatiques avec Cuba et à réouvrir des ambassades dans nos pays respectifs. C'est un pas historique vers la normalisation des relations avec Cuba. Nous ouvrons un nouveau chapitre avec notre voisin Cuba.
Depuis 1977, Washington et la Havane sont représentés par des sections d'intérêt chargées essentiellement des tâches consulaires. Après l'Obamacare, la légalisation du mariage homosexuel dans toute l'Amérique, Barack Obama signe donc ce mercredi un autre succès, une autre promesse de campagne tenue, celle de la réconciliation avec la Havane. Si les avancées diplomatiques sont chaudement accueillies à Cuba, beaucoup d'Américains, et notamment les républicains, sont plus nuancés sur la question. Or, Barack Obama a demandé au Congrès, majoritairement à droite, de plancher sur l'épineuse question de l'embargo, toujours en vigueur. Le processus législatif s'annonce long. L'embargo avait été imposé à Cuba en 1962 par Kennedy, puis sévèrement renforcé en 1996, d'où la réserve du président cubain Raúl Castro, qui parle lui d'une amélioration, mais pas d'une normalisation des relations. Mardi, la présidente brésilienne Dilma Rousseff était à Washington pour une conférence de presse commune avec Obama. Elle a évoqué une étape cruciale dans les relations des deux pays, une étape qui mettrait fin aux derniers vestiges de la guerre froide. La Maison-Blanche évoque la possibilité d'une visite de Barack Obama à la Havane en 2016. Alors on est en ligne avec Jeannette Abel qui enseigne à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, spécialiste de Cuba. Bonsoir Jeannette Abel. Bonsoir. Qui a le plus à gagner dans bien, le rétablissement de ces relations diplomatiques? Est-ce que c'est Washington ou est-ce que c'est la Havane? Dans un premier temps, je pense que c'est plutôt la Havane, et dans un deuxième temps, ça risque d'être plutôt Washington. Tout dépend de la deuxième étape des négociations, qui va être plus compliquée que la première. Là, on a une normalisation des relations diplomatiques, donc ambassade réouverte, nomination d'ambassadeur. Dans un deuxième temps, la négociation va porter sur l'embargo, les sanctions économiques, l'indemnisation des propriétés nationalisées, Guantanamo. Tout ça est beaucoup plus compliqué, va être plus long. Et pendant ce temps, les dollars et les touristes vont arriver à Cuba. Et là, par contre, il est possible que ce soit plus compliqué pour le gouvernement cubain et plus difficile. Est-ce que l'économie cubaine, aujourd'hui, souffre comme l'économie iranienne, par exemple? Est-ce qu'elle a besoin à tout prix d'une levée de cet embargo? Ah oui, bien sûr, parce que ces sanctions sont des sanctions extrêmement efficaces et très dures, dans la mesure où la proximité de Cuba avec les États-Unis, c'est qu'en principe, pour Cuba, il serait beaucoup plus avantageux de pouvoir avoir des liens, des relations commerciales avec les États-Unis, ce qui n'est pas possible à cause de l'embargo. Et par ailleurs, lorsque l'embargo va être levé, même si ça va prendre du temps, vous allez avoir déjà même maintenant un afflux de touristes, un afflux de dollars, un afflux de cubano-américains qui vont débarquer dans un pays qui a des difficultés économiques et sociales. Et là, les conséquences pour le gouvernement cubain peuvent être importantes, parce que ça, c'est une grande nouveauté, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit depuis un siècle. Le pays, à cause de l'embargo, vit une autonomie complète par rapport à son grand voisin. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jeannette Abel. Je rappelle que vous enseignez donc à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. Un mot pour signaler qu'en Tunisie, toutes les victimes de l'attentat de Sousse ont maintenant été identifiées. Et parmi les 38 morts, eh bien, il y a 30 Britanniques, comme le redoutaient les experts en Grande-Bretagne. On va se retrouver dans un instant pour parler de l'Égypte avec ce qui se passe aujourd'hui. À tout de suite. Le bilan des affrontements dans le Sinaï égyptien dépasse les 70 morts ce soir. Des djihadistes ont attaqué des positions de l'armée depuis ce matin. L'aviation égyptienne a dû entrer en action. Le Premier ministre grec appelle à voter non au référendum de dimanche, mais pas pour sortir la Grèce de l'euro, assure-t-il, simplement pour pouvoir continuer les négociations. Cuba et les États-Unis annoncent le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Obama va demander au Congrès américain de lever l'embargo en vigueur depuis plus de 50 ans. La situation en Égypte et ce qui se passe dans la péninsule du Sinaï a amené Israël à bloquer aujourd'hui son point de passage avec Gaza au sud et à renforcer évidemment sa sécurité à la frontière avec le Sinaï. Des attaques de djihadistes donc contre l'armée égyptienne, un bilan de 70 morts qui est encore provisoire. Et puis les condoléances adressées tout à l'heure par Benyamin Netanyahou au gouvernement égyptien. Écoutez justement ce qu'a dit le Premier ministre israélien à propos de ces événements en Égypte. Le terrorisme frappe aux portes de nos frontières. Daesh n'est plus uniquement face au Golan, ils sont également en Égypte, à Rafah
c'est-à-dire face à nos frontières. Nous coopérons avec l'Égypte et de nombreux autres pays, au Proche-Orient et dans le monde, dans la lutte contre l'islam radical et le terrorisme soutenu par l'Iran et les chiites radicaux, Daesh et les sunnites radicaux, ainsi que d'autres factions comme le Hamas. Nous les combattons et savons qu'ils sont à l'intérieur de nos frontières, comme avec ce qui vient de se passer. Nous savons également que nous avons déjà empêché plus de 200 tentatives d'attentats depuis le début de l'année 2015. Ces terroristes-là, eux aussi, nous les arrêterons et leur ferons payer cher. Eux, ceux qui les envoient et ceux qui les soutiennent. Alors on va essayer de vous expliquer ce qui est en train de se passer dans le Sinaï et puis également ce qui se passe au Caire, puisqu'il y a eu ce raid de la police égyptienne contre les frères musulmans ce soir qui a fait une dizaine de victimes également au Caire. On va en parler avec Meir Masrifeki, bonsoir. Vous êtes docteur en géopolitique, spécialiste de l'Égypte et chercheur à l'université de Paris 8. Et puis Jacques Neria, bonsoir, expert pour les affaires militaires au Moyen-Orient. Alors Jacques, d'abord un point sur les combattants, là, ceux qui sont en train de se battre dans le Sinaï. On dit que ce sont des djihadistes, mais quelle obédience, quelle faction et pourquoi attaquent-ils l'armée égyptienne de cette manière? Alors, ce qui s'est passé pendant ces derniers mois au Sinaï, c'est une mutation. C'est presque kafkaïen. C'est des groupes djihadistes locaux de Beth el-Maqdis se sont transformés par allégeance, comme le wilayet du Sinaï s'appelle aujourd'hui les lions du califat. Donc ce sont des soldats du califat. C'est une mutation qui donne un poids différent, je dirais, à la présence. La preuve, c'est l'audacité, la témérité de ces attaques-là, et surtout, je dirais, la coordination d'attaques qui sont pointues et ciblées pour le 1er juillet. Donc l'anniversaire en fait du renversement de Morsi pour rappeler à Sisi que finalement il n'est pas le maître de la maison. Donc là, je dirais donc il y a un lien aussi avec ce qui se passe au Caire et ces attaques. Tout à fait. Ouais. Ce qui se passe au Sinaï est tout simplement c'est une projection de ce qui se passe au Caire. Vous avez cité un événement au Caire, un attentat qui s'est passé au Caire, 2 attentats d'ailleurs, une voiture piégée qui a sauté par malfonction et un raid des forces de sécurité sur l'appartement. Ils ont tué 9 terroristes, dont un des responsables des frères musulmans. Tout cela est un seul contenu et non pas différents fronts. C'est un même front. Ouais. Alors, Meir Masrifeki, pourquoi est-ce que le gouvernement égyptien a autant de mal à mater justement ce qui se passe dans le Sinaï depuis des mois? Je pense que le gouvernement égyptien, il y a 2 choses. Premièrement, le gouvernement égyptien, ou le régime égyptien, si j'ose dire, s'est réveillé un peu tard. Il découvre une réalité qui existe depuis au moins 10 ans, à savoir un climat qui est propice au terrorisme, au djihadisme en Égypte, où il y a un nombre impressionnant de mosquées salafistes qui échappent complètement au contrôle de l'État, où il y a des manuels scolaires également, mais aussi des manuels de facultés, notamment la faculté Al-Azhar, l'université islamique du Caire, qui sont également qui incitent clairement à la violence, au terrorisme et qui enseignent une matière qui est en contradiction flagrante avec les agissements actuels du régime et avec le discours officiel de l'université islamique. Il ne faut pas se leurrer, la plupart ou beaucoup parmi ceux qui ont pris le chemin du terrorisme en Égypte étaient des étudiants de l'université islamique Al-Azhar. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le régime égyptien, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il se trompe d'ennemi, mais son discours n'est pas adéquat. Ne correspond pas à ce que devrait être le discours d'un pays en guerre contre le terrorisme. Quand aujourd'hui on observe ce qui se déroule, quand on écoute les communiqués officiels, les déclarations des hommes d'État égyptiens et quand on regarde la télévision égyptienne, on s'aperçoit qu'on ne parle pas vraiment la même langue, qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Lorsqu'on vous dit que les frères musulmans sont derrière tout ce qui se passe en Égypte, qu'on ne voit que des frères musulmans pratiquement, des frères musulmans qui seraient soutenus, appuyés par des organisations maçonniques ou parfois même judéo-maçonniques avec des liens avec des services de renseignement un peu partout en Europe, en Occident. On voit les États-Unis comme une menace, on voit Israël comme un ennemi qui collaborerait avec ces groupes-là. Il y a des officiels, des gens du régime qui osent vous dire que Abou Bakr el-Baghdadi, qui est le calife de l'État islamique en Irak et en Syrie,
que ce serait un juif, ou en tout cas qu'il aurait reçu une formation en Israël dans le passé, et on vous montre des photos de lui plus jeune, soi-disant en Israël. Alors franchement, je ne sais pas à quel point ils sont convaincus de ce qu'ils disent, mais je sais par contre que cela ne permet pas d'avoir une vision claire des choses, et en tout cas ce n'est pas l'état d'esprit d'un régime qui veut s'engager sérieusement et durablement dans cette guerre contre le terrorisme. Et c'est le cas aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement égyptien, le gouvernement Sisi, n'a pas laissé de choix aux djihadistes. Ils savent très bien que c'est la mort d'un côté et c'est la mort de l'autre côté. Donc ce qui s'est passé pendant ces 24 derniers mois, c'est qu'ils ont perdu la peur. La peur face au régime s'est effacée. Ils ont vu finalement que les unités égyptiennes qui étaient au Sinaï étaient vulnérables. Les points de police, je dirais les messes des officiers, tout ça c'était des cibles assez faciles à attaquer. Et finalement, le géant égyptien ne bougeait pas. Alors aujourd'hui, c'est comme d'habitude, l'Égypte va mettre tout le poids, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis ensuite on va se fatiguer et on va revenir de nouveau au point mort. Alors il y a une loi anti-terroriste qui a été adoptée ce soir en urgence par le cabinet égyptien qui doit soi-disant permettre de juger plus rapidement par exemple les terroristes. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le régime égyptien manque d'action. Il est dans la réaction et non pas dans l'action. Il vote des lois d'une très grande importance au lendemain d'attentats terroristes. Et ce n'est pas comme ça, normalement, que les choses devraient être faites. Il faut qu'il y ait un véritable débat. Il faut que les choses soient structurées de manière beaucoup plus intelligente et beaucoup plus sérieuse. Alors maintenant, il y a une particularité aussi en Égypte que nous n'avons pas dans tous les pays de la région. C'est qu'il faut savoir que ce type d'organisation, les organisations radicales du type nouveau, parce qu'il faut savoir aussi que l'Égypte, et c'est aussi un problème, combat le terrorisme avec la mentalité et les moyens des années 90. Or, le terrorisme que connaît l'Égypte aujourd'hui n'a rien à voir avec celui des années 90. Ce ne sont pas la Gamma Islamiyya ou des groupes plus ou moins proches ou éloignés des frères musulmans qui vont aller se venger en assassinant un officier par-ci, un officier par-là. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a une organisation qui a pris le contrôle de l'Égypte, avec un président qui a été élu, Morsi, et les frères musulmans aujourd'hui sont dans une situation un peu chaotique. Alors il y a des militants qui se sont davantage radicalisés, qui ont opté pour le djihadisme armé, d'autres qui sont un petit peu dans l'attente, ou en tout cas qui ne jouent pas de rôle aujourd'hui. Et derrière vous, vous avez des djihadistes qui étaient déjà là à l'époque où les frères musulmans gouvernaient l'Égypte, pendant l'année où les frères musulmans étaient au pouvoir, et qui aujourd'hui cherchent à récupérer en fait ces voix-là. Ça veut dire qu'ils ont envie de plaire à ces militants, notamment à ceux qui ne sont pas encore radicalisés, de leur dire, écoutez, regardez, vous êtes solidaires avec votre président Morsi, mais vous ne faites rien. Eh bien, nous sommes capables. Celui qui a jugé, qui a condamné Morsi à mort, eh bien, nous l'avons non seulement condamné à mort, mais nous l'avons tué aujourd'hui. Ceux qui vous arrêtent tous les jours, eh bien, nous, non seulement nous les arrêtons, mais nous les assassinons aujourd'hui. Et l'État est incapable d'agir. Et il y a malheureusement, et ce sont des choses qui ne se disent pas, et je comprends tout à fait, il ne faut peut-être pas le dire, mais il y a des complicités. Il y a des complicités. Au sein de l'armée des services. Ce qu'il y a, c'est que, tout juste ce que disait Meir, c'est le fait de l'échec des frères musulmans a tout simplement généré une génération qui est beaucoup plus extrémiste que les frères musulmans. Donc c'est une autre tête qui est sortie, cette mutation qui s'est transformée en djihadiste et qui regarde autour et qui regarde les succès de l'État islamique, et la contagion est là. La contagion est autour de nous, elle est au Sinaï, elle est à Gaza, elle est dans les territoires en Israël, elle est même en Israël même, et je ne sais pas, mais pas tellement. C'est en tout cas ce que menace de faire l'État islamique, puisqu'il y a eu cette vidéo diffusée hier, qui était toujours très soignée de la part de l'État islamique, qui dit qu'il va prendre possession de Gaza, qu'il vise le Hamas nommément, qu'il veut s'installer aussi en Israël. Le Hamas, c'est l'archi-ennemi, c'est l'allié de l'Iran. Il reçoit ses finances de l'Iran, il est armé par l'Iran, donc c'est l'ennemi numéro 1. Et pourtant, on a dit que le Hamas soutenait ces djihadistes dans le Sinaï. Alors, c'est pas la même chose. Ça se passait il y a 24 mois. Les choses ont changé depuis. L'État islamique n'a plus besoin du Hamas. Certaines complicités, oui, mais le Hamas en tant qu'organisation est visé par l'État islamique. C'est son ennemi. Meir Massifaki, comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que l'armée égyptienne a les moyens de mener une opération de très grande envergure et, on va dire, de sécuriser le Sinaï?
Oui, bien sûr. Je pense que l'armée égyptienne a beaucoup de moyens et beaucoup de potentiel. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une politique de long terme, une politique sérieuse, et que parallèlement à cela, il y a un processus politique également qui réussit à rassembler les Égyptiens autour d'un projet politique cohérent et durable. Je ne parle pas du tout, absolument pas, de ce que les médias appellent la Moussalaha Wataniyya, c'est la réconciliation nationale. Bien entendu, bien sûr, et tout le monde comprend parfaitement qu'il n'y a pas de dialogue avec les terroristes, qu'il n'y a pas de réconciliation avec ceux qui ont du sang sur les mains. C'est le discours officiel aujourd'hui de l'Égypte. D'ailleurs, c'est assez émouvant d'entendre ça, parce que c'était le discours dans le passé d'Israël, à l'époque où l'Égypte, justement, insistait pour qu'il y ait un dialogue, y compris avec les terroristes et ceux qui avaient du sang sur les mains, parce qu'il faut le dialoguer avec tout le monde. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. L'État islamique agit, encore une fois, ce n'est pas la méthode des anciennes organisations terroristes des années 90. L'État islamique agit là où il y a un vide, là où il y a une possibilité de construire quelque chose. D'ailleurs, je ne vous cacherai pas que l'État islamique, par exemple, bien sûr, essaye de faire la guerre aux Kurdes ou essaye d'avancer en zone chiite, mais l'essentiel de son effort est fait en région sunnite, là où il peut y avoir une adhésion locale, une adhésion de la part de la population. Et c'est malheureusement le cas dans une partie de l'Égypte aujourd'hui, notamment dans la péninsule du Sinaï, où il y a une sorte d'adhésion. Ce sont des choses qu'on ne dira pas haut et fort, bien entendu, parce qu'il faut tout faire pour empêcher à ce qu'il y ait à toutes sortes d'adhésions locales. Mais c'est une réalité, et pour cela, il faut que l'Égypte se donne les moyens de faire la guerre contre le terrorisme, non seulement par les moyens coercitifs, mais aussi par les moyens politiques. Et Israël, dans tout ça, Jacques Naria, surveille tout cela de très près ce soir? Écoutez, on est très inquiet de ce qui se passe autour de nous. Je pense quand même que ce que le Premier ministre a dit, c'est un peu tutti-frutti, donc il a un peu mélangé. Il voulait mettre dedans l'Iran et tout le monde dedans. Oui, l'Iran et l'État islamique. Oui, du coup, on s'est retrouvé avec Daesh au Golan, alors qu'il n'existe pas encore au Golan, il est bien loin du Golan. Donc, de toute façon, je dirais, mais Israël se concentre, je dirais, sur Daesh, sur ce phénomène, parce que c'est un phénomène qui est incontrôlable. C'est un phénomène, une fois déchaîné, pourrait attaquer facilement Eilat. Donc des suicidaires, comme ils le font avec des voitures piégées, viendraient à la barrière, faire sauter leur voiture et pénétrer, attaquer Eilat. Ou bien tous les autres, je dirais, tous les autres villages frontaliers le long de la frontière. C'est dangereux pour nous parce que ces éléments-là, s'ils ont des roquettes, des missiles, ils ne vont pas hésiter à les tirer de n'importe où en Israël, tout simplement pour provoquer Israël, et provoquer Israël pour une réaction militaire, pour que l'Égypte et Israël, je dirais, ne se serrent plus la main. Merci Jacques Neria, merci Meir Masrifeki donc pour cette situation qui est loin, on le rappelle, d'être stabilisée encore ce soir. Bilan provisoire d'au moins 70 morts. L'été qui s'ouvre marque les 10 ans du retrait d'Israël de la bande de Gaza. L'évacuation des habitants israéliens du Gush Katif avait donné lieu à une forte mobilisation dans tout le pays à l'époque. Combat politique contre cette décision unilatérale du gouvernement Sharon de l'époque. 10 ans après, Julien Baloul est allé retrouver deux des acteurs de cet événement. Reportage. Été 2005. Ariel Sharon réussit l'inconcevable. Il ordonne le retrait israélien de la bande de Gaza et fait déloger de force les 8000 habitants juifs des implantations de la région, dont il fut le héros avant de devenir leur pire ennemi. 10 ans plus tard, le souvenir de ce désengagement, comme son utilité, divise encore. Nous sommes allés à la rencontre de deux hommes qui ont vécu de manière très différente cette page de l'histoire d'Israël. Ariel Porat a été expulsé de sa maison avec sa femme et ses 6 enfants après 20 années passées dans le Gush Katif. Raanan Gissin, lui, était un ami et proche conseiller d'Ariel Sharon. Il l'a suivi de 1996 jusqu'à ses derniers jours. Au début des années 2000, face à la multiplication des attentats et au blocage total de la situation, Ariel Sharon voit dans le retrait de Gaza une possibilité de sortie de crise. Il a compris que le futur de l'État d'Israël dépend du démantèlement d'une partie des implantations et de la délimitation des frontières qu'Israël pourra défendre. Pour Raanan Gissin, pas de doute, seul l'ancien Premier ministre israélien pouvait résister aux pressions et réaliser un tel projet. C'était un bulldozer. C'est lui qui a initié le mouvement des implantations. À partir du moment où c'est lui qui a construit les implantations, personne ne pouvait venir critiquer ses projets. C'est lui qui a construit les implantations en Cisjordanie et à Gaza.
Mais du côté du Gush Katif, le projet d'un retrait de Gaza annoncé par Sharon est jugé dans un premier temps peu crédible. On ne l'a pas vraiment pris au sérieux. On a cru jusqu'au dernier moment que c'était réversible. Effectivement, on a reçu une demande de retrait que peut-être un mois avant le retrait du Gush Katif. C'est 20 ans de vie avec des entreprises, des affaires, de l'agriculture, des serres, énormément de matériel. Il faut tout retirer du jour au lendemain. 10 années se sont écoulées depuis que le dernier Israélien a quitté le Gush Katif. Une décennie qui n'est pas parvenue à mettre tout le monde d'accord. Quand je regarde aujourd'hui la situation du Moyen-Orient, je pense que Sharon a pris la bonne décision. 10 ans après, on peut se rendre compte qu'il n'avait pas vraiment raison. Admettons qu'il ait raison. On ne fait pas ça comme ça, on ne s'enfuit pas. Ce n'était pas un retrait, c'était vraiment une expulsion, sans donner le temps de se retourner, sans donner le temps de souffler, sans préparer. J'ai vécu pendant 1 an dans les hôtels, j'ai vécu après pendant 8 ans dans des maisons précaires. Avant de nous séparer, Ariel nous conduit dans son bureau. Dans la pièce, une immense photo aérienne du Gush Katif lui rappelle chaque jour la nostalgie de sa maison abandonnée. Ma maison était là, voilà, avec le beau jardin. J'avais ici des serres, ici j'avais des serres. Au-delà des terres, il regrette aussi la période où Israéliens et Palestiniens travaillaient ensemble dans la bande de Gaza. Le mois dernier, il a reçu pour la première fois un SMS de Mohamed, un de ses anciens employés de Gaza, qui demande de ses nouvelles et lui dit qu'il lui manque. Voilà. C'est touchant, on était amis. Une relation aujourd'hui réduite à néant et surtout interdite par les islamistes du Hamas qui règnent sans partage sur le territoire palestinien. Loin d'avoir eu les effets escomptés, le retrait de Gaza a été suivi, année après année, par des cycles sanglants de violence. Il continue de faire très chaud sur la France, plus de 39 degrés par exemple à Paris aujourd'hui, record battu, mais cette canicule a provoqué aussi une panne d'électricité de très grande ampleur dans l'ouest du pays. Julia Ganancien. Paris flirte avec les 40 degrés, 39,7 degrés exactement. C'est la température la plus chaude dans la capitale depuis le 28 juillet 1947. Certains cherchent désespérément un brin d'ombre, tandis que les glaciers se frottent les mains. Touristes et Parisiens se précipitent vers les points d'eau. On s'est mis à l'ombre, on a posé les affaires à l'ombre, on vient se baigner, puis après on retournera s'installer à l'ombre. Beaucoup de soleil, des températures supérieures à 30 degrés, peu de vent, toutes les conditions sont réunies pour une pollution à l'ozone. Frédéric Mahé est ingénieur prévisionniste à Air Paris, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. Selon lui, cette situation risque de se poursuivre et d'impacter les gens. Lorsqu'il y a une pollution à l'ozone, la conduite à tenir pour les personnes sensibles, lorsqu'on dépasse le seuil d'information, c'est de prendre des précautions, de ne pas sortir, notamment en période de canicule, pendant les périodes les plus chaudes, parce que c'est aussi en fin d'après-midi qu'on a les concentrations d'ozone les plus importantes. Et ce n'est pas tout. Conséquence des fortes chaleurs, une gigantesque panne d'électricité a touché environ 1 million de foyers dans la nuit de mardi à mercredi dans l'ouest de la France, qui pourtant n'est pas en vigilance orange. Le ministère de la Santé indique que les préfectures de 40 départements ont d'ores et déjà déclenché le niveau 3 de leur plan canicule. Pour Marisol Touraine, la situation reste pour l'instant sous contrôle. Nous sommes en alerte permanente, nous suivons la situation dans les hôpitaux, auprès des médecins généralistes. Il n'y a pas de tension particulière à l'heure actuelle, ni dans les hôpitaux, ni auprès des médecins de ville. La vigilance orange pour la canicule concerne désormais 47 départements, soit 7 de plus que mercredi matin. Et les températures maximales prévues jeudi resteront de l'ordre de 35 à 39 degrés. L'épisode caniculaire s'annonce durable puisqu'il est probable qu'il se prolongera au moins jusqu'en fin de semaine, voire début de semaine prochaine sur l'Est. Un secteur garde au moins le sourire, les fabricants de piscines. Avec cette chaleur, ceux qui s'interrogeraient sur l'opportunité d'acquérir une piscine sont tentés de plonger et de doper un marché annuel de plus d'1 milliard d'euros. Le virus Ebola fait un retour remarqué en Afrique. Une victime décédée au Libéria où 2 nouveaux cas ont également été annoncés aujourd'hui. Les autorités avaient pourtant levé les mesures sanitaires pensant en avoir fini avec l'épidémie. Maël Benoliel. On le pensait éradiqué. Et pourtant, 3 mois après, le virus Ebola est de retour au Libéria. Un nouveau cas mortel découvert par les autorités, synonyme de revers dans la lutte contre l'épidémie qui semble regagner du terrain, aussi en Guinée et en Sierra Leone voisine. Nous ne savons pas si ce cas vient de Guinée, pas pour l'instant. Ce que je sais, c'est que c'est un jeune homme de 17 ans qui habite dans la communauté Nidonwin. Il est tombé malade et il est mort chez lui.
L'équipe spécialisée dans les enterrements s'est rendue sur place. C'est un étudiant, il allait à l'école. Il est libérien et non guinéen. Nous sommes toujours en train d'enquêter s'il a voyagé. Ce cas démontre l'importance de s'assurer que les gens qui meurent d'une maladie inconnue soient examinés avant leur enterrement. Cette personne est morte, la communauté nous a contactés et le défunt a été testé positif. Les autorités ont identifié et placé en quarantaine toutes les personnes qui ont été en contact avec l'adolescent de 17 ans. Il serait tombé malade le 21 juin dernier et décédé 3 jours plus tard. Un nouveau cas qui n'est a priori pas le dernier. Pourtant, le Libéria a été officiellement déclaré par l'Organisation mondiale de la santé débarrassé du virus le 9 mai dernier. L'ONG Médecins sans frontières, quant à elle, en pointe dans la lutte contre l'épidémie, déplore le non-respect des consignes sanitaires de la part des populations. Même si les autorités se veulent rassurantes. Nous ne sommes pas frustrés, seulement déçus, pour 2 raisons. Le fait que nous ayons un nouveau cas et que nous pensions rester à l'écart du virus. En termes de capacité et de ressources, nous avons ce qu'il faut. Nous pouvons gérer cette situation. Alors qu'on la croyait endiguée, cette épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a déjà fait plus de 11 000 morts pour quelques 27 000 cas depuis décembre 2013. Un bilan sous-évalué selon l'OMS. Faire des travaux de rénovation dans sa maison peut parfois déboucher sur des rencontres inattendues. Une famille de Jérusalem vient ainsi de découvrir sous son salon un bain rituel juif vieux de 2000 ans et dans un état de conservation exceptionnel. C'est le reportage signé Joseph Emmanuel. Il a faussement l'air d'un village provençal. Nous sommes à En Kerem, à quelques encablures de Jérusalem. Derrière ces murs épais, la maison d'Oria et Tal, une maison normale, avec de vieux livres, une multitude d'objets venant du monde entier, des objets parfois centenaires. Une décoration très contemporaine, comparée à ce qui se cache sous le sol de la maison, une extraordinaire découverte faite quand Oria et Tal emménagent. On a acheté une maison, elle n'était pas en bon état, on a décidé de la rénover. On a alors découvert que le sol était composé de plusieurs couches. On a compris qu'il y avait quelque chose et à partir de là, tout n'est plus qu'histoire. Une histoire creusée à même la roche. Nous sommes il y a 2000 ans, au commencement du christianisme. En Kerem est alors un village d'artisans, aujourd'hui un village résidentiel de seulement 2000 habitants. Un lieu chargé d'histoire, la tradition chrétienne nous dit que Jean-Baptiste y est né. Quand il découvre ce bain rituel, Oria et Tal hésitent à en faire part aux autorités archéologiques. Une hésitation de plusieurs années pour finalement partager leur sous-sol avec tous les amoureux d'histoire. Une découverte extraordinaire qui vient confirmer ce que beaucoup d'experts pensaient. Les preuves archéologiques et physiques ici à En Kerem de cette période sont très fragmentaires. Ce bain rituel ne se suffit pas à lui-même, mais s'ajoute à tous les autres témoignages. C'est très clair, totalement évident. Nous sommes il y a 2000 ans, ces poteries, ces objets très particuliers en pierre qui se trouvent ici, tout ceci nous dit clairement qu'il y avait ici un village juif. Et la tradition juive nous dit que les pierres utilisées pour la construction du temple de Salomon viennent de cette vallée. Les mêmes pierres donc que celles de ce bain rituel. Chaque hiver, l'eau de pluie se ferait un chemin pour le remplir. Cette année peut-être, Oria et Tal utiliseront le bain rituel comme l'utilisait la famille qui vivait ici il y a 2000 ans. On parle football à présent. Argentine-Chili, ce sera l'affiche de la finale de la Copa América. Les Argentins qui ont enfin libéré leur inspiration la nuit dernière en battant le Paraguay 6-1. Et pourtant, Messi n'a pas marqué. Maël Benoliel. Des buts comme s'il en pleuvait. L'Argentine n'a pas fait dans la dentelle hier en demi-finale de la Copa América. Tombeur du Brésil au tour précédent, le Paraguay s'est fait corriger par l'Albiceleste sur le score de 6-1. Emmené par un Léo Messi des grands soirs, impliqué sur 5 des 6 buts de son équipe avec notamment 3 passes décisives. L'Argentine n'a jamais tremblé en ouvrant assez rapidement le score grâce au mancunien Rojo dès la 15e minute.
À la 27e, d'une frappe à l'entrée de la surface, Javier Pastor, très en vue également hier soir, faisait le break. Si Barrios a réduit l'écart pour le Paraguay juste avant la mi-temps, Di Maria s'est offert un doublé au retour des vestiaires en à peine 6 minutes. D'abord sur cette frappe du gauche décroisé qui vient terminer sa course dans le petit filet. Puis de manière plus chanceuse. Agüero à la 80e d'une superbe tête. Puis Higuaín, 3 minutes plus tard, d'une frappe du gauche tout en puissance, ont tué tout suspense. Comme nous l'avons dit lors des matchs précédents, nous étions en train de créer de grandes occasions, mais sans réussir à marquer. Mais nous avons trouvé notre jeu et aujourd'hui nous avons tout réussi. Un an après la déception vécue au Maracana face à l'Allemagne, et même si nul ne saurait comparer à une Copa América avec une Coupe du Monde, Messi et ses coéquipiers ont une belle opportunité de conduire leur équipe à son premier titre international depuis 1993. Nous continuons de travailler. Arriver en finale n'est pas du tout facile. C'est la deuxième finale de suite à laquelle nous arrivons après une très bonne année et je suis vraiment très heureux parce que nous accomplissons un travail important. L'Argentine retrouvera en finale ce samedi le Chili, vainqueur de son côté du Pérou 2-1. Une finale qui se jouera à domicile pour les Chiliens dans leur antre du stade national de Santiago. Une image de tennis à Wimbledon où l'on a battu un record historique de chaleur. Aujourd'hui 35 degrés. Cela paraît-il réussi à Nadal qui s'est qualifié très facilement face à Bellucci. Djokovic également est passé. On se quitte sur ces images. On se retrouve dans 10 minutes pour parler d'une série télé. Nouveau journal dans un instant sur i24 News. Retour du Grand Direct et on va vous parler d'un phénomène, d'une série télé israélienne. Et il y en a eu quelques-unes qui ont conquis les petits écrans du monde entier ces dernières années. Hatoufim qui est devenu l'illustre Homeland. Il y a eu également Hostage qui a fait un tabac sur Canal+, à tel point que une deuxième saison va être tournée à la demande de la chaîne française. Et puis, il y a celle dont on va vous parler maintenant. Cyril Amar, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Alors, ça s'appelle Fauda. Pour l'instant, elle n'est pas encore à l'étranger, mais ça ne va pas tarder, puisque apparemment beaucoup de pays se montrent très intéressés. Ça a fait un carton en Israël. Fauda, on va dire que c'est encore une fois, Cyril, le conflit israélo-palestinien, mais vu sous un angle très différent. Des succès phénoménal avant tout, avec ces 12 épisodes dont le dernier a été diffusé le 3 mai dernier. Première saison donc de Fauda, 12 épisodes diffusés sur le câbleau opérateur israélien Yes. Alors Fauda en arabe ça veut dire le chaos qui prévaut en Cisjordanie dans les territoires palestiniens. C'est l'histoire de Doron Kavilio, c'est un vétéran d'unité spéciale de l'armée israélienne, infiltré côté palestinien et qui est à la retraite mais qui décide de reprendre du galon à la demande de ses supérieurs pour aller dénicher, pour aller traquer avec son équipe, mort ou vif, Taoufik Hamed, dit la Panthère. C'est un activiste du Hamas recherché parce qu'il est responsable de la mort de plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine même de civils israéliens. Je vous propose de regarder un extrait tout de suite. יש לאבו אחמד דם על הידיים של 116 ישראלים. הבן זונה רוצח. בן מוות. אנחנו הולכים לסגור אותו עם חשבון. בשביל מה החלחזון הזה? זה חזק ממך, יגאלי. זה דבר מורכב, מלא אנשים, כניסות יציאות, אני צריך שמישהו יהיה בחוץ. خلينا نطلع من هون. لا انت في رح نضل عايشين هيك. لحد ما ينصح. جيش! مين معي؟ أنا بحكي بس مع أبو أحمد. Fauda.
Une série fiction qui a été vite rattrapée par la réalité, puisque la série a été tournée en juillet dernier. On était en pleine opération israélienne dans la bande de Gaza. D'ailleurs, la coïncidence est d'autant plus troublante qu'elle rappelle la traque de Mohamed Deif. Vous savez, c'est cet archi-terroriste du Hamas qui a été traqué, objet à maintes reprises de tentatives d'élimination ciblée, dont la dernière remonte justement à l'opération Bordure protectrice cet été dans la bande de Gaza. Donc voilà, entre fiction et réalité, la réalité parfois prend le dessus sur la fiction. Alors ce qui rend également cette série très crédible, Cyril, eh bien, c'est qu'elle est basée finalement sur la propre expérience de ceux qui l'ont écrite, de ses auteurs. Oui, avec ses deux co-scénaristes, Avi Issacharov qui est journaliste israélien, analyste, spécialiste du monde arabe. Il contribue notamment pour le Times of Israel et pour Walla News, un site d'information israélien. Il a parcouru pendant une bonne quinzaine d'années les territoires palestiniens. On dit qu'il a même rencontré d'éminents responsables du Hamas. Il est parfaitement arabophone, donc il connaît tous les rouages et toute la psychologie de ces activistes palestiniens, qu'ils soient du Fatah ou du Hamas. Et puis Lior Raz, qui incarne le personnage principal dans cette série, Doron Cavillo, et qui lui est un ancien membre de cette unité d'élite, ce qu'on appelle les Mista Aravim, et qui, pour la petite anecdote, a même été le garde du corps d'Arnold Schwarzenegger aux États-Unis après son service militaire. Il est aujourd'hui comédien, et là, il était inconnu jusque-là du grand public. Aujourd'hui, c'est vraiment la coqueluche des Israéliens. Alors justement, qu'est-ce qui a autant fasciné les téléspectateurs israéliens ? Alors tout d'abord, on l'a vu, c'est extrêmement crédible, d'abord parce que la série, la plupart des dialogues sont en arabe, les scènes de violence sont parfaitement réalisées, jamais outrancières dans les dialogues, on est très loin quand même des scénarios hollywoodiens. Et puis ce qui a changé peut-être avec cette fiction, c'est que pour la première fois, bien, la partie palestinienne est représentée d'une autre manière. Abou Ahmed, qui est l'un des héros de cette série, est certes un assassin, mais il est aussi humain, c'est-à-dire que les réalisateurs ont voulu humaniser un petit peu la partie palestinienne. C'est un père, c'est un amant, c'est le père de ses enfants, donc il est dans ce dilemme-là entre d'une part la fidélité à la cause qu'il prétend servir, la cause palestinienne, et puis la fidélité à sa famille qu'il est contraint de ne pas voir parce qu'il vit dans la plus grande clandestinité. Et puis cette humanité finalement de la partie palestinienne a peut-être convaincu aussi les comédiens arabes israéliens qui jouent dans cette série, puisque ils sont, pour ainsi dire, ils constituent la moitié du casting de cette série, et je l'ai dit aussi, la majorité des dialogues sont en arabe. Voilà donc une série fiction qui évite de tomber dans les clichés, qui essaye de proposer une vision un peu plus complexe du conflit israélo-palestinien. Allez, on va regarder un extrait peut-être. Alors voilà, on regarde un extrait parce que si elle fascine aussi cette série, c'est parce qu'elle révèle les méthodes de cette unité secrète, comme ça a été le cas dans le premier épisode époustouflant. Je vous propose de voir un extrait. يا شباب ساعدوني اطلبوا مي ايش عارف شو صار؟ هذا اسعاف زي شوف جيب له مي جيب مي بسرعه ايش صار معه؟ زي شوف جرح ايش مالك؟ زي شوف خلق هتروح براس Voilà, vous nous disiez que c'était réaliste, Cyril Amar, c'est le cas exactement. Vous restez avec nous, Cyril. On est en ligne justement avec l'une des actrices de cette série, Laetitia Eido, qui nous entend. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors d'abord, est-ce que vous avez été surprise par le succès qu'a eu cette série? Est-ce que vous vous y attendiez tous? Non, je crois qu'on l'espérait, mais on n'imaginait pas que vraiment ce serait un succès à ce point-là dans les pays étrangers aussi. Alors vous interprétez, vous, dans cette série, Laetitia Eido, le rôle d'une médecin palestinienne qui se retrouve un petit peu embrigadée dans tout ça, sans être vraiment partie prenante au départ. Oui, tout à fait. En fait, elle refuse le départ d'être enrôlée là-dedans, et puis c'est son cousin, il la menace, et elle se retrouve là-dedans, alors que c'est plutôt un personnage pacifique. C'est ça qui m'intéressait de défendre. Est-ce que ça a changé votre regard, parce que c'est quand même une unité très spéciale de l'armée israélienne là, qui est dévoilée, est-ce que ça a changé votre regard sur le conflit israélo-palestinien? Vous êtes retrouvé immergé dans cette série?
qui a changé mon regard, c'est de tourner en plein conflit pour de vrai, en réalité. Ça a été assez perturbant et très intéressant. Je dirais pas que ça a changé mon regard, j'ai juste le bonheur d'avoir pu travailler avec des gens qui ont vraiment un axe de travail et un regard justement plus pacifique. Moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui m'a fasciné, c'est ce qui m'a plu dans les dialogues, c'est ce qui m'a plu dans beaucoup de choses. Voilà. Un mot également, parce que vous avez des origines libanaises, mais aussi des origines juives dont vous parlez. Vous ressentez finalement tout le dilemme qui peut se porter sur ceux qui habitent ici en Israël ou dans les territoires palestiniens? Oui, c'est ce que je réponds souvent, c'est que il se trouve par hasard que dans la même branche, de la même famille, on a les trois religions. Et pour moi, c'est donc très important de défendre ça et de participer à des projets où on peut dire qu'on peut aussi se donner la main et qu'on peut aussi essayer d'apporter un regard nouveau. Et c'est exactement ce que fait Fauda, parce qu'elle permet un regard nouveau, comme l'a dit Cyril, un regard humaniste. Et pour moi, c'est essentiel. Vous parliez du contexte du tournage, parce qu'effectivement, Cyril l'a dit, vous avez tourné en pleine opération l'an dernier, en pleine guerre de Gaza entre le Hamas et Israël. Ça a rendu les choses plus compliquées ou pas sur le tournage? Pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment vécu, à part enfant, petite, lors de voyages au Liban, j'avais jamais vraiment vécu de guerre de près. Donc ça a rendu le tournage compliqué parce que moi qui ne suis pas habituée à vivre en Israël et j'avais pas vécu les sirènes, j'avais pas vécu les abris, etc. Et puis la conscience d'avoir un conflit si proche, qui paraît si loin mais qui est si proche de nous. Donc ça a rendu le tournage plus tendu. Après on tournait dans des endroits qui n'ont pas posé problème, mais la peur était présente, la tension était présente et ça se sent, ça ajoute beaucoup aussi à la série. Fauda, c'est quelque chose évidemment qui parle beaucoup ici quand on est en Israël aux gens qui habitent là et dans les territoires palestiniens. Est-ce que vous pensez que ça peut parler aussi à un public qui soit aux États-Unis, en Europe? Ça peut aussi intéresser, capter ce public-là? Oui, je pense que c'est de toute façon un conflit que tout le monde connaît et une vision du monde qui accroche les spectateurs parce que effectivement, pour la première fois, on voit pas des personnages de séries hollywoodiennes formatés, on voit des humains qui se retrouvent dans des situations dans lesquelles dont on se sent proche. Donc on peut se sentir proche parce qu'ils sont humains. Et du coup, le conflit qui peut nous paraître très loin, d'un coup devient réel. Donc je pense que c'est pour ça que la série va plaire partout dans le monde. Bon. Il y aura peut-être une deuxième saison, vous savez déjà Ça, on sait qu'il y aura a priori une deuxième saison. Après, moi, je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir dedans. J'aimerais bien. Bon, vous ne nous dites pas ce qu'il advient de votre personnage, en tout cas dans cette première saison, pour laisser justement la surprise à ceux qui vont la découvrir, qui ne l'ont pas encore vue. Merci Laetitia Edo d'avoir été en direct avec nous. Et bonne chance donc à Fauda, qui va peut-être, c'est pas encore fait Cyril, mais qui va peut-être avoir le destin de ces autres séries israéliennes dont on parlait tout à l'heure. Oui, on sait que les diffuseurs européens s'intéressent de très près à Fauda. On sait que HBO, la chaîne américaine aussi, s'y intéresse. Elle serait même en négociation avec les réalisateurs de la série. Ça serait un autre succès, un succès supplémentaire des séries fiction israéliennes qui ont beaucoup de succès, vous l'avez dit, à l'étranger. C'était le cas de Homeland, de Khatoufim, de Khatoufim qui est devenu Homeland, de Hostage, vous l'avez précisé, mais également de Betty Pool en 2005, ce qui est devenu In Treatment, cette série qui évoque la psychanalyse. Donc effectivement, il y a un véritable succès. Le monde entier s'arrache les séries télévisées israéliennes. Alors quelles sont les recettes du succès? On peut se le demander, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de moyens en Israël. Ça a été tourné très rapidement. Ça a été tourné très rapidement. Et à Kfar Kassem, une petite précision, dans une ville arabe israélienne, à proximité de la ligne verte d'ailleurs. Et d'ailleurs le maire de Kfar Kassem, à un moment donné, la productrice a voulu annuler une journée de tournage en raison justement des événements dans la bande de Gaza. Le maire en personne de Kfar Kassem a appelé la réalisatrice, a appelé les comédiens en personne pour leur demander de ne pas annuler ce tournage, puisque justement il se créait une espèce de synergie intéressante entre
et les habitants de Kfar Qassem et les comédiens qui étaient sur place. Et ça donnait un peu d'espoir dans le grand désastre qu'a été cette opération de part et d'autre pour les Israéliens et pour les Palestiniens. Alors, il est question dans cette série, Cyril, d'une unité extrêmement pointue, on va dire, de l'armée israélienne. Il faut qu'on explique ce que sont ces unités qui sont infiltrées en territoire palestinien ou dans les pays arabes, parce que c'est quand même quelque chose d'assez pointu. Oui, c'est assez spécifique à l'armée israélienne, aux forces de sécurité israéliennes. On les appelle les Mista'arabim, ou en arabe les Musta'arabin, c'est-à-dire c'est une forme verbale composée de deux verbes finalement, les istater, c'est-à-dire se cacher, se camoufler, et avec la racine trilitère arabe, Ain Resh Beb en hébreu, c'est-à-dire que ce sont des unités qui finalement s'infiltrent au cœur des villes palestiniennes pour tenter de capturer, de dénicher, de traquer un suspect palestinien sans forcément attirer l'attention. Alors comment faire? Évidemment, on l'a vu dans l'extrait, on se déguise avec un kéfier, on se maquille, on utilise des voitures. Il y a des scènes qui sont extrêmement surprenantes de maquillage. Ouais. Évidemment, les membres de ces unités parlent parfaitement l'arabe, avec toutes les nuances du dialecte selon où qu'elles opèrent en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, à l'époque où la bande de Gaza était sous souveraineté israélienne. Alors il existe de telles unités au sein de la police des frontières, mais également au sein de l'armée israélienne, et elles existent depuis tout temps, finalement, depuis la création de l'État d'Israël. À l'époque, il existait un département arabe, par exemple, dans ce qui était le Palmar, c'est-à-dire l'ancêtre de l'armée israélienne, et aujourd'hui encore, je pense notamment à l'unité d'Ouvdevan qui opère en Cisjordanie. Elles sont des unités d'élite, où le recrutement est très difficile. Et puis une fois que les soldats sont recrutés, évidemment, ils sont entraînés au maniement des armes, mais également ils ont un cours intensif, un stage intensif d'arabe d'abord, et puis de camouflage, comme je disais, où ils apprennent à se camoufler et à exercer en terrain ennemi. Donc ils ont parlé en arabe dans cette série. D'ailleurs, ça a été diffusé tel quel, en arabe, avec des sous-titres en hébreu à la télévision israélienne. Tout à fait. Et puis voilà, tous les comédiens qui jouent dans cette série, à l'exception de quelques-uns qui ont dû suivre un stage intensif en arabe, eux sont d'anciens membres de ces unités d'élite. Donc le principal comédien, on en a parlé, Lior, mais aussi Tzachi Halevi qui joue le rôle de Nahor, et qui lui aussi est un ancien officier de l'unité d'Ouvdevan. Voilà, donc c'est vraiment une série événement qui a fait un tabac sans qu'on s'y attende vraiment au départ, puisqu'elle a été diffusée sur une chaîne en vidéo à la demande, je crois, en Israël, payante. Donc c'était pas sur le grand public au départ, et ça a fait un tel carton que ça va devenir sans doute un phénomène. Donc on vous tiendra au courant évidemment du voyage que va effectuer maintenant cette série Fauda à travers le monde, sans doute les chaînes européennes, françaises sans doute très rapidement, et puis aux États-Unis également, où il y a un grand distributeur qui est intéressé, HBO pour pas le citer, qui produit les plus grandes séries à succès américaines. Merci Cyril Amar d'être venu nous parler donc en détail de ce phénomène Fauda sur ce plateau. Et dans un instant, vous allez retrouver de nouveau Elsa Mimoun pour un nouveau journal en direct. Il sera question de la Grèce, évidemment, de tout ce dont on vous a parlé ce soir, de la situation en Égypte, avec un bilan extrêmement lourd, des affrontements qui ont démarré ce matin dans le Sinaï. 70 morts au moins selon un dernier bilan, dont la moitié au moins seraient des soldats égyptiens qui ont été attaqués donc par les djihadistes dans la péninsule du Sinaï. Voilà, dans un instant, juste après la pause, le journal complet d'Elsa Mimoun, et nous on se retrouvera demain. Très bonne soirée à toutes et à tous.